Bonjour tout le monde, vous écoutez CISM au 89.3 en FM dans le Grand Montréal. Vous pouvez aussi bien sûr, nous écouter sur Internet partout ailleurs dans le monde, en direct et en balado-diffusion. Et ça tombe bien puisque je vous accueille aujourd'hui pour Balado sur la montagne, l'émission qui s'intéresse en ondes à ce qui se fait de mieux dans le monde de la balado-diffusion, du podcast. Et aujourd'hui, on parle d'un balado que j'aime beaucoup, c'est le cas toutes les semaines, mais je voulais sélectionner. Aujourd'hui, il s'appelle Enraciné. On en parle avec Antonia Lenné-Granger. Salut Antonia. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce très très chouette balado. On va jaser de ça. Peux-tu te présenter en un mot pour les auditeurs et auditrices de CISM? Oui, donc Antonia Lenné-Granger, en fait, j'ai une compagnie qui s'appelle le Théâtre du Renard. C'est une compagnie de création, de production qui œuvre majoritairement en théâtre, mais aussi, donc, depuis le projet Enraciné, en balado. Ben oui, c'était une suite un peu logique dans ta pratique de compagnie théâtrale d'aller chercher un format balado ou est-ce que ça t'a un peu sorti de ta zone de confort? Ben oui et non, c'est-à-dire que en fait le mandat de la compagnie du Théâtre du Renard, c'est la transmission du savoir, c'est rendre des idées complexes accessibles et intéressantes en utilisant l'art pour un grand public. Donc dans ce sens-là, le sujet du balado est un nouveau sujet qu'on n'avait pas traité avant, donc la nature. Avant, on a fait plutôt des projets sur la physique, l'astrophysique, la physique quantique, plutôt en théâtre. Donc, c'est dans la continuité, mais quand même avec une nouvelle obsession personnelle que j'ai développée. Puis, je l'ai développée vraiment pendant la pause de la COVID-19, donc pendant le printemps 2020. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux dans ma cour. Je passais mes journées dehors parce que j'avais plus vraiment de travail comme artiste. Et donc, regarder les oiseaux, essayer de comprendre comment identifier les plantes, quelles plantes je pouvais manger, etc., les traces d'animaux. Puis voilà, cette obsession-là s'est beaucoup développée. Puis comme tous mes autres projets, ben ça part un peu de cette curiosité-là, de quelque chose que moi, je découvre, qui me fascine puis que j'ai envie de partager à d'autres. Et le format balado, ben je l'aime parce qu'il est à la fois très intime et en même temps, il touche un public encore plus large que mes créations habituelles parce qu'il reste en ligne longtemps et on peut l'écouter de n'importe où. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, mais c'était effectivement nouveau comme format. Là, je consomme beaucoup de balados, mais j'avais pas pensé en faire un dans ma vie. Le thème donc général de ce balado, Enraciné, c'est ça, c'est la nature, mais la nature en ville. Oui, c'est ça. En fait, c'était la nature de proximité, la nature du quotidien. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé la nature. Tu sais, je fais du plein air, je fais du camping et tout ça, mais pour moi, ça reste que je pense qu'avant de vraiment m'y intéresser, c'était surtout du vert. Tu sais, c'était un peu tout. La nature, c'était plus un concept. Puis c'était beaucoup quelque chose aussi que j'allais chercher à l'extérieur. Tu sais, on va en nature, on s'en va dans un chalet, etc. Puis c'est pendant la pandémie que j'ai commencé à voir tout ce qu'il y avait comme richesse juste à côté de moi, dans ma cour, dans ma ruelle. Puis ça a vraiment changé complètement mon regard sur le monde. Là, ces temps-ci, je me promène au centre-ville, puis je regarde les plantes que je vois dans les craques de trottoir, puis je pourrais manger ça, je pourrais faire telle recette avec ça. Je vois même plus les gratte-ciels. Donc c'est quand même assez particulier, ce rapport-là au monde qui change. Ouais, puis c'est intéressant, effectivement, d'essayer de partager ce regard-là qui a changé pour toi à tous et à toutes avec ce podcast. Il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup dans ce balado, mais vous vous en doutez, moi j'en écoute beaucoup des podcasts et c'est pas toujours le cas. Il y a un mélange des genres qui est très très intéressant dans Enraciné. Il y a de la fiction, il y a de la création radiophonique, de la création audio, il y a, tu l'as dit un peu, il y a de la vulgarisation scientifique. Il y a aussi un point de vue politique assez fort. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, autour de l'écologie, puis de changer un peu notre regard sur le monde. Comment tu as construit ce genre assez unique pour ce balado, ce mélange-là? Bien, en fait, j'avais envie de créer quelque chose qui existe un peu en littérature, mais plutôt du côté anglophone. En tout cas, c'est plus fréquent, le nature writing. Donc, on pense à Henri David Thoreau ou bien à Robin Wall Kimmerer là, qui écrit « Tresser les herbes sacrées », un livre qui est assez connu pour les gens qui trippent écologie. Donc, moi, je lisais beaucoup de ce genre de littérature-là où on mélange l'autofiction ou des souvenirs personnels, mais un peu modifiés, adaptés, et avec des fois du contenu scientifique, du vrai savoir qui est transmis, mais à travers une histoire. Donc, on se rend comme pas compte qu'on apprend des choses, puis en même temps, on s'embarque dans l'histoire, puis ça permet aussi des genres de réflexion, comme tu le disais, sociales, politiques. Donc, j'aimais beaucoup ce genre-là, mais c'est un genre que je retrouvais un peu moins dans le côté francophone, puis pas du tout dans le balado. Donc, on a beaucoup de balados d'entrevues au Québec. Puis moi, j'avais pas envie d'aller là parce que, premièrement, ça existe déjà. Puis j'avais envie de peut-être toucher un autre public en disant, bien, c'est un récit, on l'écoute, c'est relaxant, on s'embarque dans le récit, mais ça donne qu'en plus, on apprend des choses. Moi, c'est comme ça que j'apprends le mieux. Donc, c'était ce mix-là entre l'artistique, le scientifique que j'aimais beaucoup.
Puis, il faut dire que quand même, pour faire la recherche du balado, moi, j'ai lu beaucoup, mais j'ai aussi collaboré avec différents experts. J'ai fait des entrevues, par exemple, avec des chercheurs d'Espace pour la vie, du Cœur des sciences, de l'UQAM, des choses comme ça. Mais je voulais pas nécessairement que ce soit une entrevue qui ait leur voix dans le balado. Donc, moi, après ça, j'ai intégré les contenus que j'avais appris d'eux qui m'intéressaient dans mon histoire, puis je faisais valider le contenu. Mais c'est comme une autre, tu sais, c'est une autre forme, en fait, de mise en récit pour moi qui m'intéressait beaucoup, ce côté un peu plus conte, puis en même temps plus personnel pour moi. Là, c'est mon projet le plus personnel à date où les anecdotes que je raconte sont de la fiction, mais sont souvent assez proches de vraies choses qui me sont arrivées, tout ça. Il y a un chien dans le balado, c'est mon vrai chien là, qu'on entend. Donc, il y a des beaucoup de contenu à la première personne. On parle de jardiner sur son balcon, on parle de la ruelle, etc. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'était de l'ancrer dans des choses qui sont réelles du quotidien, puis que moi, j'ai vraiment vécu, qui m'ont habité pendant ces 2 années-là, en fait, où je l'ai créé, où il y a eu la pandémie, où j'ai passé beaucoup de temps dehors et tout ça. Mais en même temps, c'est ça, il y a le côté un peu politique, comme tu nommais, c'est-à-dire que moi, ce qui est le fun, c'est comme je suis pas une scientifique, je suis une artiste avant tout, ben je peux parfois aller un peu plus loin puis poser des questions que les scientifiques eux-mêmes ont pas nécessairement le droit ou la posture pour poser. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de prendre le contenu scientifique, mais après ça, arriver avec, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour notre monde, puis comment on devrait repenser les choses. Mais ça, c'est des choses que des fois, les chercheurs n'en pensent pas moins, mais ne peuvent pas nécessairement exprimer. Donc, je me sers un peu de ma posture d'artiste pour parler de ça. Ouais, je comprends. Il y a une chose que je raconte évidemment pas à chaque fois, comment j'ai découvert les podcasts qui viennent dans l'émission, mais je pense que ce serait pertinent aujourd'hui. J'ai découvert Enraciné sur une pancarte en me promenant dans le quartier de Côte-des-Neiges avec ma fille. On allait au parc pour jouer. Et voilà, il y avait un panneau qui annonçait Enraciné, le balado, écoutez ça. J'ai trouvé ça déjà super intéressant que ce soit sur le territoire, je veux dire dans notre quartier. Je dis notre quartier parce que c'est le quartier de CISM, c'est le quartier de l'université, c'est le quartier de la radio, là où je travaille, là où je vis une partie de ma semaine. Et ça allait très très bien aussi, je l'ai découvert tout de suite en écoutant, avec le fait que ton balado, il s'écoute en marchant dans la rue, en se promenant, en regardant autour de soi. C'est comme ça que tu l'as imaginé? Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'était le but d'effectivement, moi, j'adore écouter des balados en prenant des marches et tout ça. Puis je trouve que des fois, j'ai écouté un balado spécifique en prenant une marche à un endroit, puis on dirait que quand je repasse à cet endroit-là, je repense à l'histoire que j'ai découvert à ce milieu-là. Il y a quelque chose de très ancré. Puis je suis assez fascinée par ce lien-là, comment on peut seulement dans l'audio vivre quelque chose, puis qu'en même temps, ça s'ancre dans le vrai paysage autour de nous. Et là, j'avais envie justement qu'Enraciné, ça permette ça, mais qu'on parle de choses qui sont peut-être autour de vous, des champignons, des arbres, des traces d'animaux, etc., et qu'on puisse à la fois ancrer ça dans le territoire pour après ça, quand on remarche dans notre quartier, on puisse un peu revivre les choses qu'on a apprises, qu'on a découvertes. Fait que le balado est très ancré dans Montréal. Après, il peut s'écouter partout. C'est pas comme un parcours guidé, c'était pas ce que je voulais. Mais c'est sûr que moi, les 10 épisodes sont chacun ancrés dans différents lieux à Montréal. Moi aussi, je vis dans Côte-des-Neiges. Donc, il y a des épisodes ancrés beaucoup sur la montagne. Chez moi, donc c'est dans Côte-des-Neiges, donc dans ces coins-là. Mais il y a aussi des épisodes à Verdun, des épisodes un peu ailleurs en ville ou que j'imagine plus vers Pineux, vers le jardin botanique. Donc, les lieux sont pas toujours précisés à fond, mais l'idée, c'était un peu d'explorer les différentes facettes de la nature tout en se promenant un peu en ville comme moi je le fais. Ouais, j'aimais bien cette idée qu'effectivement, le podcast, c'est quelque chose d'éthéré, là, c'est le cloud, on peut aller le chercher partout, mais quand même, c'est bien de l'associer à un lieu réel, même si on l'écoute dans un autre pays ou sur un autre continent, mais de le faire en se promenant, peut-être en regardant ce qui se passe autour de soi. J'aimais vraiment bien cette idée. T'as gagné un prix pour ce balado. Oui. Pas des moindres, un prix qui concerne l'écologie. Ça faisait du sens vraiment avec ta démarche, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, c'est la première bourse culture et transition écologique qui est donnée par le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, c'est la première fois, en fait, que le Conseil en environnement qui remet beaucoup de prix pour des projets environnementaux plus standards, là, des ruelles vertes, etc. C'est la première fois qu'il donne un prix pour un projet artistique qui met en valeur la transition écologique ou qui travaille dans ce sens-là. Donc, j'étais très touchée d'être la première récipiendaire. Puis à l'automne, il y aura un nouveau projet qui aura ce prix-là. Donc, oui, ça a été une belle vitrine aussi. Donc, ça m'a permis de faire des liens plus avec le milieu de l'écologie, de la nature, puis de rapprocher aussi ce milieu-là des citoyens en général, là, de voir qu'on peut tous apprendre à apprécier un peu plus. T'sais, moi, j'avais pas de background là-dedans, puis j'ai commencé par une plante à côté de chez moi, par le pissenlit, on en parlera, mais des plantes qu'on connaît tous, puis ça s'est développé doucement. Donc, c'est
l'idée du quotidien, c'est aussi ça, c'est qu'on n'a pas besoin de voyager au bout du monde pour commencer à s'intéresser à la nature. On peut commencer au pas de notre porte, puis ça va grandir d'ici là. Puis les plantes au pas de notre porte sont tout aussi intéressantes et valides que celles à Bali ou en Amérique du Sud. Justement, parlons des voyages, des plantes. On va écouter, tu as évoqué le pissenlit à l'instant, on va écouter un épisode du podcast, celui qui s'appelle « Tomates et pissenlit, la nature qu'on mange ». Les plantes qu'on mange, et précisément la tomate et le pissenlit, c'est à la fois de l'écologie et de la politique, beaucoup, de l'histoire, etc. Comment tu as travaillé pour cet épisode-là? Ce qui a démarré un peu l'idée de cet épisode-là, c'est justement cette découverte. Puis, j'ai 33 ans, j'ai découvert ça. Peut-être qu'il y a des enfants de 8 ans qui le savent déjà, c'est tout à fait possible. Ou qui vont le découvrir avec le podcast. C'est ça. Moi, j'ai découvert quand même récemment, pendant la COVID-19, que la tomate, c'était pas italien. Qu'à la base, c'est un légume d'Amérique du Sud qui a été découvert par les conquistadors espagnols, etc., et ramené en Europe. Donc, ça fait juste depuis le 16e siècle à peu près qu'on consomme de la tomate en Europe. Et pendant longtemps, dans certains pays, on n'en consommait pas du tout. Et ça m'a vraiment fascinée parce que c'est tellement associé à l'identité italienne pour moi. Tu sais, j'ai voyagé en Italie, c'est une culture que j'adore, mais c'est tellement associé à ça et pourtant, ça vient pas de là, entre guillemets, pour vrai. Donc, en tout cas, ça m'a fait me questionner sur les notions d'identité puis comment on construit ce qu'on associe qui est nous et ce qui est les autres et tout ça. Donc, c'est des réflexions un peu plus larges que la nature. Puis de l'autre côté, il y a le pissenlit qui, lui, a fait en fait la trajectoire inverse. Donc, il est arrivé d'Europe et qui a été amené ici, mais volontairement, là, pas par hasard, pour comme une plante médicinale comestible super intéressante. Et que maintenant, on essaye, ça se calme maintenant, mais dans plusieurs endroits, on essaye d'éradiquer. Alors que c'est nos propres ancêtres qui voulaient l'amener puis qui tripaient sur cette plante-là. Puis là, on a décidé qu'on la voulait plus. Donc, il y a comme ce côté où notre rapport aux choses, aux plantes, change à travers le temps. Puis évidemment, le parallèle est assez évident par rapport aux migrations des peuples. Évidemment, les migrations des plantes suivent les migrations des peuples, puis les peuples aussi sont perçus d'une façon, puis après ça, d'une autre façon. Le traitement des Italiens qui sont arrivés dans les années 50 au Québec était extrêmement raciste et difficile. Et aujourd'hui, puis personne ne pense comme ça. Tout le monde est tellement content qu'il y ait des cafés italiens, qu'on puisse manger des pâtes fraîches, qu'il y ait toute cette culture-là mélangée avec la culture du Québec. Mais là, c'est d'autres peuples qui sont victimes des mêmes préjugés, tu sais. Donc, il y a un peu cette affaire-là de les choses sont autres, puis tout d'un coup, on les intègre dans notre identité, puis là, c'est quelque chose d'autre qui est autre. J'étais un peu fascinée par cette absurdité, en fait, de perception qui change selon le contexte. Donc, j'avais envie de parler un peu de la migration des plantes pour parler de la migration des gens, mais pour en même temps faire découvrir que le pissenlit se mange, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Oui, ça donne une belle idée de ce qu'on va entendre dans quelques minutes maintenant. Donc, cet épisode du balado enraciné, l'épisode tomate et pissenlit. Avant qu'on aille l'écouter, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, pour le podcast et pour le Théâtre du Renard, ta compagnie. D'abord, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 du podcast? Pour l'instant, non. C'est-à-dire que officiellement, on n'a pas de saison 2 en travail. On aimerait beaucoup en faire une. Ouais. Puis j'en profite pour nommer quand même que dans le balado, je suis pas toute seule. Donc, j'ai travaillé avec une conseillère dramaturgique pour ce qui est de la construction du récit, Noémie Vido-Mayette. Et toute la composition musicale, tout ce que vous allez entendre, en fait, c'est toute la composition musicale originale par François Jalbert, un super musicien qui a fait aussi l'enregistrement, le montage. Donc, tout ce qui est la production audio, c'est lui. Et c'est un autre apport vraiment intéressant pour moi du balado, c'est que François, il attendait qu'on aille tout enregistrer la narration, puis après, il composait dessus. Donc, vous allez voir, particulièrement dans Tomates et pissenlit, il punch des phrases où il accompagne des choses, mais c'est de la musique qui n'a pas été composée séparément et comme pluguée sur le balado. Il a vraiment fait un travail extraordinaire et fin de jouer avec ma voix, avec ce que je raconte. Puis en même temps, chaque épisode, il prenait des instruments différents et ça évoluait. Donc, la musique est vraiment différente dans chaque épisode. C'est quelque chose de très... que j'ai vraiment trippé à faire. Et bref, saison 2, on espère, mais il faut trouver le financement, comme dans beaucoup de projets artistiques. Et c'est sûr qu'en ce moment, on le sait, la période est plus difficile au niveau des financements. Puis au niveau du balado, il n'y a pas de programme spécifique. Donc, la première saison a été financée grâce à un programme COVID-19 qui favorisait le numérique pendant qu'il n'y avait pas d'art vivant. Là, comme il y a des arts vivants, c'est un peu plus difficile, mais on espère bien réussir à financer une saison 2, Ouais. Et quels sont les projets du Théâtre du Renard?
En fait, on a 2 projets principaux en ce moment. On vient de sortir en fait un nouveau spectacle en janvier qui parle de physique quantique, donc vraiment un autre type de sujet pour un autre type de nerd peut-être, ou les mêmes, ça se peut, j'en suis. Mais ouais, c'est un spectacle qui mélange art contemporain, théâtre d'objets, physique quantique. Donc on fait des œuvres d'art en direct avec un peu de magie visuelle, mais faite avec des moyens très simples pour évoquer un peu la poésie, la philosophie, les idées très étranges et absurdes et paradoxales qu'il y a dans le monde du minuscule, donc des particules subatomiques. Ce spectacle-là est né en janvier au Théâtre aux Écuries, mais l'année prochaine sera en tournée dans quelques villes, donc Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke. Et cet été, il y a un projet qui découle un peu plus du balado qui s'appelle Les Saisons enracinées. Donc, c'est un projet de médiation culturelle, donc des ateliers que je donne avec mes collègues à des nouveaux arrivants à Verdun. En fait, on se rencontre une fois par mois, puis on va faire des balades dans la nature de proximité, la nature urbaine, donc sur le bord de l'eau à Verdun. On découvre des plantes, des animaux, des insectes, on déguste des plantes, on apprend à les cuisiner, mais on veut aussi créer avec ça. Donc, on veut aussi arriver à mettre en récit les découvertes qu'on fait, un peu à la manière que je l'ai fait dans le balado, comment on peut intégrer dans une histoire des connaissances scientifiques, des observations, mais en faire quelque chose d'un peu plus poétique et tout ça. J'avais vraiment envie, en fait, de communauté après le balado. Là. Oui. C'était pour moi qui fais beaucoup de théâtre. Je suis très attachée au fait de faire du live, puis après ça, que les gens viennent te parler, puis qu'on peut jaser après le spectacle. Puis là, c'était plutôt lancer quelque chose dans l'univers, puis pas savoir qui l'écoute, quand, comment, et avoir peu de rétroaction. Donc ça m'a manqué un peu. Puis j'avais aussi envie que... C'est ça, il y a le côté communauté, je pense, dans l'écologie qui nous manque beaucoup. Tu sais, on est tous un peu angoissés par la crise climatique, chacun de notre bord. Mais quand on est ensemble, c'est là où on commence à bâtir des choses en commun puis à vraiment se mettre en action plutôt qu'être juste paralysé par l'anxiété. Donc, j'avais envie de créer cette communauté-là. Puis, avec le partenariat Verdun permet ça. Donc, ça va être vraiment un groupe de gens qui vont se réunir pour réfléchir ces questions-là ensemble. Puis, j'avais envie que ça soit des gens récemment arrivés pour que... moi, j'ai l'impression que de mieux connaître ma nature autour de moi, ça m'a rendu plus chez moi à Montréal. Même si je suis née à Montréal, j'ai toujours été ici, mais je suis plus chez moi qu'avant, on dirait. Et j'avais envie que pour des gens qui viennent d'arriver puis qui cherchent à en faire chez eux, on puisse un peu faire ce processus-là aussi. Oui, on peut passer par là, on peut utiliser ça, ces outils et puis ces réflexions que tu as déjà plantées un peu dans le balado, dans ce processus de création. C'est vraiment fascinant. On peut retrouver tout ça, le balado et puis les actus évidemment sur le site du Théâtre du Renard. Le balado se trouve également sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et puis, on va s'écouter l'épisode dont on a parlé ensemble. Il s'appelle Tomates et pissenlit, la nature qu'on mange. Ce sera dans quelques minutes. On va d'abord écouter une chanson de Bagaille qui s'appelle Anthropocène. Nous sommes l'Avalanche. Merci beaucoup Antonia Lenné-Granger d'être venue parler avec nous de ce balado enraciné. Merci beaucoup. Je porte la rage à mon cou et l'abîme dans le ventre, dans le ventre. J'ai la rage comme beaucoup, tellement que mes mains tremblent, mon corps veut fendre.
m'habitue à peine. Pourtant la peine, je connais. Dans un pot de yogourt, sur le bord de ma fenêtre, 3 petites pousses vertes. Des germes de tomates. Les premières graines que j'ai réussi à faire pousser. Jardiner, ça marque le temps. L'année qui passe, les saisons qui reviennent. Le temps de prendre soin, de voir grandir, de récolter. Le temps aussi que je me réserve pour être dehors chaque jour. Dans la cour, le gazon est vert et plein de fleurs sauvages déjà. Mais au milieu du carré du potager, je suis à genoux, entourée de brun. Mains brunes, jeans bruns, sac de compost, brun. Tout à coup, quelque chose attire mon attention. Du vert qui était pas là hier. Feuilles acérées comme des canines de fauve. Ma main s'étend, agrippe le plant, déloge la racine et l'arrache d'un coup. Juin au jardin, c'est aussi le temps de faire du ménage. Enlever ce qui n'a pas sa place, qui s'implante sans demander. Et la reine des mauvaises herbes, tout le monde le sait, c'est le pissenlit. Un autre à ma droite. 2, 3 au fond, à côté de la haie, qui pensent que je les vois pas. Je creuse avec ma truelle. Faut déterrer la racine, au complet. Souvent, elle casse plutôt que de sortir. Le pissenlit a son honneur. Il préfère mourir en terre plutôt que de se rendre. La plante finit sa course dans le bol. Le pissenlit est peut-être la reine des mauvaises herbes, mais mes plants de tomates, eux, ont besoin d'espace pour grandir. Puis il n'y a pas de place pour 2 reines dans mon potager. En ce moment, à cette seconde, des milliers de vies se croisent. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos parcs, dans nos ruelles, même dans nos craques de trottoir. Enracinées, ce sont quelques-unes de ces vies-là. Une invitation à suivre les traces de la nature en ville. Celle qu'on côtoie chaque jour, tellement qu'on la voit même plus. Et si on prenait le temps de voir, d'écouter, déplacer notre regard pour voir de nouvelles histoires se dessiner dans le paysage. À l'origine de la tomate qu'on connaît, comme de toutes les plantes que les humains cultivent aujourd'hui, il y a une plante sauvage. Une vigne qui pousse sur le bord de l'eau, qui donne un tout petit fruit qui ressemble à une tomate cerise, au goût plus amer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tomate sauvage vient pas d'Italie, mais plutôt d'Amérique du Sud. Là-bas, la tomate est cultivée par les Aztèques depuis des siècles, peut-être même des millénaires. Au 16e siècle, les Espagnols débarquent en Amérique. Un premier contact qui fera ultimement des millions de victimes chez les peuples autochtones du continent. Mais aussi un choc culturel immense qui fait découvrir à chacun d'autres technologies, d'autres traditions et d'autres aliments. Les Espagnols ramènent en Europe des cargaisons de découvertes exotiques, des animaux, des plantes, des objets, des tomates. Dès le début, la relation entre l'Europe et la tomate se complique. Les experts découvrent assez vite qu'elle fait partie de la famille des Solanacées, une famille de plantes qu'ils connaissent déjà. Une famille avec une réputation peu recommandable, mettons. Les Solanacées les plus connus en Europe contiennent des éléments chimiques très puissants, ce qui les rend très toxiques, voire mortels. Le fruit de la tomate ressemble particulièrement à celui de la mandragore, une plante qui cause des effets hallucinogènes intenses et qui est encore associée à l'époque aux rituels de sorcières. Bref, beaucoup d'Européens refusent carrément de goûter à la tomate. Même plusieurs scientifiques réputés sont convaincus qu'en manger revient à s'empoisonner. Puis ça s'arrête pas là.
Après la science, la morale s'en mêle. Pour l'Église catholique, la couleur et les formes voluptueuses de la tomate en font le fruit du démon, représentant la tentation de la chair. D'autres, aux mœurs plus légères, lui attribuent plutôt des vertus aphrodisiaques et la surnomment la pomme d'amour. La tomate fait peur. Mais elle fascine en même temps. Elle finit par être cultivée en Europe, mais seulement comme plante décorative. Personne n'en mange, sauf dans quelques zones d'Espagne, d'Italie et du sud de la France. Et ça reste comme ça pendant 200 ans. Jusqu'au tournant du 19e siècle, où des figures publiques en font leur cheval, ou plutôt leur légume de bataille. Thomas Jefferson, un des premiers présidents américains, la cultive sur son grand domaine dès 1806. Il met même des tomates en conserve et en sert à ses nombreux invités. Un autre Américain, l'horticulteur Robert Gibbon Johnson, va plus loin. Pour prouver que la tomate n'est pas dangereuse, il annonce qu'il en mangera 1 kilo sur la place publique de Salem, au New Jersey. Devant une foule de 2000 personnes venues le voir agoniser, le 26 septembre 1820, il s'exécute. Miracle, il survit. Mais la tomate n'est pas au bout de ses peines. En 1893, elle se rend jusqu'en Cour suprême. Pour répondre à la fameuse question, la tomate, c'est un fruit ou un légume? La réponse, ça dépend. Botaniquement, la tomate qu'on mange, c'est le fruit de la plante, parce que c'est la partie qui contient les graines. Mais on la cuisine le plus souvent dans des plats salés, donc on la met dans la catégorie légumes, comme plusieurs autres légumes-fruits, les concombres, les courges, les poivrons. Sauf qu'en Cour suprême, en 1893, fallait trancher. Et c'est l'argent qui a fait la différence. À l'époque, aux États-Unis, les fruits qui arrivaient d'ailleurs n'étaient pas taxés, mais les légumes, oui. Alors la Cour a pris sa décision. Elle a officiellement décrété que la tomate, qui arrivait par quantité phénoménale sur le sol américain à l'époque, était un légume. Dès la fin des années 1800, la tomate se répand partout. Mais notre histoire culinaire avait déjà commencé à changer dès le premier contact entre les deux continents, plus de 400 ans plus tôt. Parce que la tomate n'est pas arrivée seule. Avec elle sont débarqués une série d'aliments d'Amérique, notamment la pomme de terre, les courges, le maïs, les avocats, les piments forts et les poivrons. Et les répercussions de cette rencontre se font encore sentir aujourd'hui, dans nos cultures comme dans nos assiettes. Si les rues sont si grandes, c'est pour respirer. J'ai un oiseau dans le ventre, je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. Quand tombe sur tes cils un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons quand le ciel te fait des dons. C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros. J'ai frappé à ta porte sans te prévenir. À l'âge des amours mortes, t'as su me cueillir dans tes bras pour me guérir. Je reviendrai m'étendre près du parc Laurier. Si tu savais m'attendre, on se marierait
quelque part au mois de mai. C'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer quand leur cœur est gros. Ah, mon ancrage rêvé après le chaos. Je viens te retrouver comme les oiseaux. J'attache mon dernier plan à son tuteur. Un long tuyau en spirale autour duquel une tige énorme va bientôt s'agripper, qui l'aidera à soutenir ses kilos de fruits ou de légumes. D'ennemi public numéro 1, la tomate est devenue la préférée de nos jardins et de nos paniers d'épicerie. C'est même le 2e légume le plus cultivé au monde. Tout ça en l'espace de quelques générations. Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer autre chose. Qu'on ait pu en avoir peur juste parce qu'elle venait d'ailleurs, sans même essayer de la connaître vraiment. Ouais. Dans le fond, c'est peut-être pas si dur à imaginer. Sur la table du jardin, le bac de mauvaises herbes attend son tour à côté des gants pleins de terre. Dents de lion un peu fanées par le soleil. Je fais couler un filet d'eau pour les rafraîchir. Redonner un peu de vigueur à leurs feuilles amochées. Enlever les dernières traces de terre sur leurs racines. Eux aussi en ont fait du chemin pour arriver jusqu'à ma cour. Depuis des millénaires, on récolte le pissenlit comme plante médicinale et comestible. En Europe, en Égypte, en Chine. On s'en sert surtout pour aider à évacuer les liquides, d'où son nom de pissenlit. Mais le pissenlit est aussi une source importante de vitamines. Il y en a dedans, plus de fer que les épinards et plus de vitamine C qu'un citron. L'histoire du pissenlit aussi est liée à la colonisation américaine. On sait que des graines de pissenlit ont été apportées par les passagers du vaisseau Mayflower qui se sont installés en Nouvelle-Angleterre en 1620. Un peu plus au nord, il y a Louis Hébert, un des premiers habitants permanents de la Nouvelle-France et un passionné de plantes. C'était le guérisseur le plus réputé de la colonie et le premier à avoir commencé à cultiver la terre à l'européenne. Grâce aux rencontres avec les Autochtones, il découvre de nouvelles plantes pour cuisiner et soigner. Il étudie les espèces locales et il teste leur culture dans son potager. Dans son jardin, on trouve des légumes des 2 continents. Le maïs et la courge d'Amérique côtoient les choux et carottes de France. Certains racontent même qu'ils demandent aux futurs colons qui font le voyage de placer les semences de 8 plantes dans leur bagage. Question d'augmenter encore plus la diversité des plantes cultivées dans ce nouveau pays. Parmi celles-ci arrive le pissenlit. Sauf que le pissenlit est particulièrement débrouillard. Il sait se reproduire très vite et est poussé dans les lieux les plus hostiles. Donc, évidemment, il s'échappe vite des jardins et il s'implante partout. Tellement qu'on dit aujourd'hui qu'il est naturalisé, c'est-à-dire totalement intégré dans son environnement. Il est plus considéré comme une plante venue d'ailleurs. Mais l'histoire du pissenlit est loin d'être unique. Même solidement enracinée, toutes les plantes voyagent. Pour se reproduire ou conquérir de nouveaux territoires. Souvent sur de minuscules distances. Une graine emportée par le vent qui permet à une nouvelle plante de s'établir quelques centimètres, quelques mètres plus loin. Ou à travers des continents, des océans entiers. Sous la semelle d'un soulier, dans les bateaux qui transportent nos colis depuis le bout du monde, dans les poils et les crottes de nos animaux domestiques. Et ces migrations ne changent pas seulement la nature des voyageurs. Elles modifient, chaque fois, la terre d'accueil où atterrissent les nouveaux venus. Ça arrive que la plante s'intègre sans problème au nouvel environnement. D'autres fois,
Elle devient envahissante et déséquilibre tout l'écosystème, allant même jusqu'à faire disparaître des espèces indigènes. De la migration désirée à l'intégration harmonieuse, à la colonisation agressive, tous les scénarios existent. L'histoire de Louis Hébert et de son jardin me fascine. Quelques semences placées dans une valise pour se recréer un paysage familier à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que j'aurais choisi? Je m'installe à la table. Tranche mes pissenlits grossièrement. Un peu d'huile de parmesan, quelques noix de pain, du sel, du poivre. Même pas besoin de citron. Passe le tout au robot culinaire. Ça prend pas 2 minutes et c'est prêt. Du pesto de feuilles de pissenlit. Ça goûte un peu le pesto de basilic, mais avec une pointe plus piquante. Une vivacité qui donne un petit quelque chose de sauvage. Crue, la feuille est assez amère, sauf si on la cueille très jeune. Mais avec le gras et l'acide des autres ingrédients, ça s'équilibre surprenamment bien. De mauvaises herbes à condiments chics. Pas pire quand même. Mes pissenlits viennent d'avoir toute une promotion. Puis le pesto, c'est juste le début. Toutes les parties du pissenlit se mangent. La fleur est plus douce, plutôt herbacée. On peut en faire des gelées, des desserts, même du vin. La racine, elle, est encore plus amère que les feuilles. Paraît qu'on peut la torréfier au four pour remplacer le café. Quand je parle de manger du pissenlit, les réactions sont mitigées. Le pissenlit dérange. Comme la tomate il y a 200 ans. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas parce qu'il est loin de nous, étranger, qu'on veut l'éliminer. Plutôt parce qu'il est tout près. Trop près. On fait la guerre aux mauvaises herbes parce qu'elles échappent à notre contrôle. Mais qui décide qui est un envahisseur? Quelle plante est bonne ou mauvaise? Qui a sa place dans notre paysage? Aujourd'hui, la tomate et le pissenlit entament un nouveau chapitre de leur histoire. Depuis qu'elle s'est répandue sur tous les continents, les variétés de tomates se sont multipliées. On en compte maintenant des milliers. Vertes, jaunes, oranges, noires, rayées, longues, fines, charnues ou côtelées. Au 20e siècle, on a développé une culture intensive de tomates pour l'exporter à travers le monde. Une monoculture de masse qui favorise seulement quelques-unes de ces variétés, notamment celles qui résistent le mieux au long transport. Aujourd'hui, on se rend compte que la tomate industrielle est de moins en moins nutritive et de moins en moins goûteuse. Mais on réalise aussi que s'appuyer sur d'énormes monocultures, ça expose notre alimentation à des risques importants. À l'échelle de la planète, les 3/4 de la nourriture qu'on produit proviennent de seulement 12 espèces de plantes différentes. Et parmi celles-ci, seulement 3 fournissent plus de la moitié de l'énergie requise pour nourrir tous les humains de la planète. C'est les méga-monocultures du riz, du blé et du maïs. Moins on cultive de plantes différentes, plus on a de chances de perdre gros quand une catastrophe ou une maladie attaque nos cultures. Ce qui devient de plus en plus fréquent alors que les changements climatiques s'accélèrent. C'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs et de jardiniers se tournent vers les variétés de tomates ancestrales. En cultivant plus de variétés différentes, on est mieux protégé si on vient en perdre certaines. Et en plus, ces variétés-là sont souvent bien plus savoureuses parce qu'elles sont cueillies à leur pleine maturité et mangées localement. Pour le pissenlit aussi, l'avenir s'annonce pas mal différent du passé. On reviendra probablement pas à ce que chaque jardinier le fasse pousser dans son jardin comme plante comestible, comme dans le temps de Louis Hébert. Mais on se rend compte que le pissenlit peut nous aider à rendre une autre de nos monocultures plus résiliente face à l'avenir. Une monoculture qu'on cultive presque tous, en fait. Le gazon. Aujourd'hui, on réalise que laisser d'autres espèces, comme le pissenlit, cohabiter avec notre gazon, ça nuit pas à la pelouse. Et en fait, ça aide d'autres vivants. Les fleurs du pissenlit apparaissent plus tôt en saison que beaucoup d'autres fleurs. Ça permet de fournir de la nourriture aux insectes dès le début du printemps, notamment les guêpes, les bourdons et les abeilles, dont on a besoin pour polliniser nos plantes dans le potager.
Une variété de plantes sur la pelouse, ses différents endroits où s'abriter, pondre ses œufs, nourrir ses petits. En encourageant différentes plantes à pousser ensemble, on permet à nos cours de ressembler un petit peu plus à un milieu naturel. Manger diversifié, on le sait que c'est bon pour notre santé. Une pelouse diversifiée, c'est bon pour tous les vivants qui fréquentent nos jardins. Dans mon jardin, il y a des chevreuils qui poussent, qui chassent toutes les épines de mes sentiments. Dans mon jardin, il y a des arbres à l'envers, puis des roses sur des bâtons de tournesol. L'été passé, j'y ai planté des brindilles d'amour. Viens donc faire un tour, tu pourras voir les papillons qui jonglent avec le temps en suspens. La porte de mon jardin secret se trouve au lever du soleil. Je l'ouvrirai à qui veut bien la rosée de merveille. Dans mon jardin, j'entends rire les sourds, heureux que mes problèmes s'effacent en pleurant. Quand la nuit tombe, il y a les étoiles qui chantent, puis la lune perce mes nuages d'insomnie. La porte de mon jardin secret se trouve au lever du soleil. Je l'ouvrirai à qui veut bien la rosée de merveille. Dans mon jardin, on peut cueillir les brindilles d'amour. Viens donc faire un tour, puis on verra comment on fait pour oublier le temps en suspens. Le soleil passe derrière la maison de la voisine. Il quitte le jardin pour la nuit. Un dernier tour pour arroser avant de rentrer. Dans le gazon autour du potager, je vois plus juste des pissenlits. Il y a des violettes blanches et mauves, chaque pétale ciselé comme un bijou. De l'achillée millefeuille en bouquet de minuscules fleurs blanches. De la brunelle, une empilade de pétales mauves en forme de cocotte de sapin. De la bardane, avec ses fleurs en boule à velcro qui s'accrochent aux vêtements. Un garde-manger gratuit que je commence à peine à apprivoiser, mais qui nourrit déjà plein de mes voisines. À pattes, à ailes, à écailles. En ramassant mes pissenlits, j'ai eu envie d'un nouveau rituel. Marquer le début de l'été, pas en arrachant des mauvaises herbes, mais en les récoltant. Bon, le geste est le même. Mais dans ma version de l'histoire, à la fin, on mange. Peut-être que mieux connaître les plantes autour de moi, ça me rend un petit peu plus résiliente, moi aussi.
plus on connaît les produits de notre territoire, ceux qui poussent facilement et en abondance, moins on est dépendant des grands systèmes d'agriculture et des aliments venus du bout du monde. La sauce tomate de l'an dernier, avec le pesto d'aujourd'hui. Une recette impossible sans des siècles de migration humaine et botanique. On a modifié les plantes en les cultivant, en les transportant. Mais les plantes qu'on mange nous ont transformés, nous aussi. Aujourd'hui, on n'imagine pas la culture italienne sans sauce tomate. Est-ce que ce qui vient d'ailleurs peut devenir le cœur de qui on est? Déjà? J'ai invité une vieille amie que je connais par cœur, puis une nouvelle voisine. J'avais l'instinct qu'elle pourrait bien s'entendre. Le même instinct qui nous fait essayer un nouvel ingrédient dans une recette. Ça peut faire un mélange heureux ou surprenant. Je suis un peu nerveuse, mais en même temps, j'ai hâte. Peut-être comme la première personne qui a osé cuisiner une sauce avec le légume fruit rouge dont tout le monde se méfiait. Peut-être que chaque jour, on pose sans le savoir des petits gestes qui construisent l'avenir. Autour de la table et dans le potager. Des rencontres, des recettes, des récits qui seront dans 10, 20, 100 ans le cœur de la culture de notre territoire. Une combinaison de savoirs d'ici, d'ailleurs, de produits qu'on trouve dans nos jardins, nos champs, nos forêts. Des traditions qui ressembleront à la terre et aux gens qui les auront inventées. Notre culture, c'est ce qu'on cultive, ce dont on prend soin, qu'on décide de laisser grandir, même quand ça vient de loin, et qui inspire chaque jour de nouvelles histoires. Enraciné est une production du Théâtre du Renard. Texte et narration, Antonia Lenné-Granger. Musique et conception sonore, François Jalbert. Conseillère dramaturgique, Noémie Vido-Mayette. Illustration, Mélika Bazin et Émilie Beaulieu. Stratégie numérique, Loïc Leroux-Gaulier et Magnéto. Ce projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de Saint-Laurent, le Cœur des sciences et Espace pour la vie. Vous en voulez encore plus? Rendez-vous sur la page web de l'épisode. Vous y trouverez une liste de ressources pour vous initier à la cueillette sauvage, commencer un potager et, bien sûr, la recette du fameux pesto de Pisani. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de la ville et des vivants qui l'habitent. Juste ici, juste là, partout. Je ne t'ai pas oublié. Je souhaite secouer mon besoin d'hurler. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Je te supplie. Réponds, réponds. Pourrais-je le sauver? Ton âme blessée, tes paroles oubliées, tes souvenirs enterrés, tes paroles oubliées. Comme une fleur fanée, tu pleures ta jeunesse passée, ton espoir, tu sembles l'avoir abandonné. Tu es jolie comme un ange. C'est si curieux ce que je vois dans tes yeux, des centaines de vœux, la tristesse
au soleil sont moins effrayantes qu'au réveil. Les nuages sont de passage. À partir de maintenant, je tiendrai ta main. Je te rassure, ne crains rien. Comme une fleur fanée, tu pleures ta jeunesse passée, ton espoir tu sembles l'avoir abandonné. Tu es jolie comme un ange. Comme une fleur fanée, tu pleures ta jeunesse passée, ton espoir tu sembles l'avoir abandonné. Tu es jolie comme un ange. Comme une fleur fanée, tu pleures ta jeunesse passée, ton espoir tu sembles l'avoir abandonné. Tu es jolie comme un ange. Comme une fleur fanée, tu pleures ta jeunesse passée, ton espoir tu sembles l'avoir abandonné. Tu es jolie comme un ange. Les fleurs j'adore, celles qui poussent dans les craques des trottoirs, celles qui finissent sur trop de beaux chaussards, qui trouvent dans les néons un peu de soleil. Elles finissent toutes pareilles. J'adore quand elles finissent tard au bar et retournent chez elles par les ruelles qui sentent la paix. Ça qui c'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Les fleurs, j'adore celles qui entendent épines comme autant de place dans leur lit, qui grimpent et qui mordent et qui dérangent, qui font tous les soirs ce qui leur chantait. J'adore. Allez, viens marcher au jardin de fleurs. Je le connais par cœur. Impossible de se perdre. Les fleurs mangent pas les fleurs. Allez, viens marcher au jardin de fleurs. Je le connais par cœur. Impossible de se perdre. Les fleurs mangent les fleurs. Allez, viens marcher au jardin de fleurs. Je le connais par cœur. Impossible de se perdre. Les fleurs mangent pas les fleurs. Allez, viens marcher au jardin de fleurs. Je le connais par cœur. Impossible de se perdre. Les fleurs mangent pas les fleurs. Allez. J'aime rôder vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, au parfum d'ardoises et de rues, des villes avant l'orage, la rosée de leurs yeux trop mauves reflète une lumière qui conduit parfois les vieux fauves et les anges en enfer. J'aime rôder vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, et m'égarer dans les ciguës et dans les sacs si frages, sentir la chair d'une figue verte qui s'offre lentement sur le rose d'une corolle ouverte à mon souffle tremblant. J'aime
les jardins sauvages aux nuances des gris bleus des grues, des banlieues de passage, le velours de leurs lèvres humides, à l'ombre de leurs voiles, montrent les mains, tirent vers le vide. Au murmure les étoiles, j'aime rôder vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, au parfum d'ardoises et de rues, des villes avant l'orage, suivre le jeu d'une étamine, sur un œillet violet qui s'entr'ouvrait, qui s'illumine d'une larme de lait. Vers les fleurs perdues, dans les jardins sauvages, au parfum d'ardoises et de rues, des villes avant l'orage, suivre le jeu d'une étamine, sur un œillet violet qui s'entr'ouvrait, qui s'illumine d'une larme de lait.